Au IVe siècle, l'Empire romain n'a plus rien de commun avec l'Empire d'Auguste. On lui a d'ailleurs donné un nom, le Bas-Empire, ou Antiquité tardive, et il est devenu une monarchie absolue où les Germains jouent un rôle de plus en plus important pour lutter contre la dépopulation. La religion chrétienne, elle, est désormais tolérée avec l'édit de Milan en 313, qui accorde la liberté de culte aux chrétiens, et c'est à cette époque que commence la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome en 326. C'est le triomphe du christianisme qui va devenir la religion officielle de l'Empire romain, et c'est au tour des païens d'être persécutés. En 391, Théodose ordonne la fermeture de tous les temples et interdit les cultes païens. Cependant, l'ancienne religion, le paganisme, continua d'être pratiquée dans les campagnes. Voilà pourquoi on appelle païens, c'est-à-dire paysans, ceux qui lui restèrent fidèles. C'est un événement majeur de l'histoire, un de ceux qui marquent l'humanité d'une période nouvelle. Il annonce la fin de l'Antiquité. À partir de 330, Constantin inaugure Constantinople et Milan devient le lieu de résidence de l'empereur en Italie. Rome cesse d'être la capitale après Milan. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est menacé par les invasions des peuples germains. En 395, pour pouvoir mieux le défendre, l'empereur Théodose le partage entre ses deux fils. Honorius établit sa capitale à Rome, puis à Ravenne, et Arcadius à Constantinople. Ainsi naissent l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, avec respectivement Ravenne et Constantinople comme capitale. L'Empire romain d'Occident est alors à son crépuscule. Les barbares vont briser les frontières du Danube et du Rhin face à l'irruption d'une tribu venue des lointaines steppes d'Asie, les Huns. Ces Asiatiques sont originaires de Mongolie et vont pousser les Germains à la panique, à se réfugier à l'ouest de l'Empire. Les barbares vont alors s'établir dans différentes provinces romaines, les Wisigoths dans la péninsule des Balkans en 376 et dirigés par leur roi Alaric, qui vont plus tard envahir l'Italie et piller Rome. Ils finiront par s'établir dans le sud-ouest de la Gaule en 419, fondant ainsi le premier royaume germanique, officiellement au service de l'empereur. En Italie, l'empereur, qui est à Ravenne, n'a plus aucune autorité. Rome fut à nouveau pillée par les Vandales de Genséric en 455, et c'est finalement un chef germain, Odoacre, qui détrôna l'empereur, un enfant de 10 ans. L'Italie devient donc à son tour un royaume germanique, entraînant de fait la fin de l'Empire romain d'Occident en 476. Au Ve siècle, les Germains franchissent le Rhin et le Danube, envahissent l'Empire d'Occident et y créent des royaumes. Le roi franc, avec à sa tête Clovis, qui s'est converti au christianisme vers 496, conquiert un vaste territoire qui s'étend du Rhin aux Pyrénées. Il fonde la dynastie des Mérovingiens, les nouveaux royaumes se font la guerre et partout l'insécurité progresse. Le grand commerce décline et les villes se vident de tous leurs habitants, les écoles se raréfient et on sait de moins en moins lire et écrire. Mais l'Empire d'Orient résiste et reste le seul empire après la déposition de l'empereur d'Occident en 476. C'est alors qu'au VIe siècle, l'empereur d'Orient, Justinien, cherche à rétablir l'ancienne grandeur de Rome. Il fait la reconquête de terres tombées aux mains des Germains, construit de beaux monuments et fait rassembler les anciennes lois dans le code qui portera son nom, le Code Justinien. Depuis 476, il n'y a donc plus qu'un seul empereur, celui qui régnait à Constantinople, appelé aussi Byzance. Officiellement, il se prétendait le maître de tous les territoires qui formaient jadis l'Empire romain. En fait, il n'en possédait que la partie orientale, la péninsule des Balkans, l'Asie mineure, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et la Cyrénaïque. Mais au milieu du VIe siècle, l'empereur Justinien va reprendre aux Germains au moins une partie de l'Occident. En même temps, la civilisation byzantine va connaître sous son règne un magnifique éclat. Et quel règne!
De 527 à 565, il s'agit sans doute de l'un des plus longs règnes de l'histoire, puisque Justinien mourra à 82 ans. Alors, qui est Justinien? Il est d'origine modeste. C'est le fils d'un paysan originaire de Thrace, et il parvient au fait du pouvoir grâce à l'action de son oncle et empereur Justin Ier, dont il est l'un des principaux conseillers avant de devenir son successeur. Justinien fut hanté toute sa vie par un rêve, rendre à l'Empire romain toute sa grandeur d'autrefois. Il fut soutenu dans cette pensée par sa femme, l'impératrice Théodora, qui avait la passion du pouvoir et de la gloire. Reconquérir un empire aussi vaste que l'Empire romain était une tâche plutôt ardue. Cela va se faire donc en plusieurs étapes. Justinien va d'abord arracher aux Germains les territoires qu'ils avaient enlevés à l'Empire romain d'Occident. Il détruit d'abord le royaume vandale en quelques mois, la Corse, la Sardaigne, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il enleva ensuite aux Wisigoths le sud de l'Espagne, mais la reconquête de l'Italie contre les Ostrogoths sera beaucoup plus laborieuse. Il lui faudra en tout 30 ans, le temps de dévaster toute la péninsule pour récupérer l'Italie. Toute cette reconquête des territoires d'Occident ne fut possible que grâce à une formidable armée byzantine qui n'avait rien à envier aux anciennes légions romaines. L'armée byzantine possédait des corps de bataille spécialisés, bien équipés et bien entraînés. Depuis les gardes des villes jusqu'à la cavalerie cuirassée, armée de lances, les cataphractaires, elle comptait aussi sur sa cavalerie légère et ses fantassins ont besoin armés d'arcs et de lances. La cavalerie, elle, représentait environ un tiers des unités. Les Byzantins possédaient aussi une arme secrète, le feu grégeois, un secret qui sera soigneusement gardé. Pendant des siècles, la marine byzantine va remporter des batailles navales grâce à cette arme, à base de pétrole, qui permet d'incendier la flotte adverse. Les navires byzantins, les dromons, qui étaient très mobiles grâce à leurs rames et à leurs voiles et servis par des marins aguerris, étaient équipés à l'avant d'un tube permettant de répandre le liquide avant de l'enflammer. La manœuvre était délicate car elle reposait sur l'habileté des rameurs. Puis, dans un second temps, c'était l'abordage. Les bateaux de guerre embarquaient à cet effet des soldats lourdement armés, et les arsenaux de Constantinople, situés au nord du Grand Palais, fabriquaient l'essentiel de la flotte byzantine. Justinien voulut aussi continuer et même achever l'œuvre législative des anciens empereurs romains. Il fit rassembler et classer les textes essentiels du droit romain et le Code Justinien, qui porte son nom, publié en 529, a conservé ainsi au monde cette science du droit si particulière, si caractéristique de l'époque romaine et qui est le plus beau titre de gloire de l'ancienne Rome. Justinien fut aussi un grand bâtisseur. Les monuments les plus splendides d'une décoration somptueuse furent le palais impérial et l'église Sainte-Sophie à Constantinople. Elle est édifiée entre 532 et 537 sous le règne de Justinien. Sa coupole représente la voûte céleste et sera abondamment copiée comme à Aix-la-Chapelle ou à Venise. Les minarets, eux, ont été construits bien plus tard par les Turcs au XVe siècle. L'art byzantin connut à bien des reprises un magnifique épanouissement. Il se caractérisait surtout par la splendeur et l'ornementation. Il n'y avait guère de statues, mais dans les palais et les églises, c'était partout de marbre multicolore, des mosaïques, des émaux, des bas-reliefs d'ivoire, des pièces d'orfèvrerie et des étoffes précieuses. Les miniatures de manuscrits étaient souvent des chefs-d'œuvre. Et si vous voyagez dans le nord de l'Italie, à Ravenne, vous pourrez découvrir l'une des mosaïques les plus fameuses de l'Empire byzantin. Il s'agit de celle du chœur de l'église Saint-Vital. Elle montre l'empereur Justinien, vêtu de blanc, de pourpre et d'or, entouré des plus hauts dignitaires de sa cour. Il apporte ses offrandes à l'église, reconnaissant par là l'investiture divine. On y voit l'évêque Maximin qui porte la croix. À la droite de l'empereur, c'est sans doute le général Bélisaire, son fameux général. Et l'homme qui tient un coffret richement orné doit être le préposé à la chambre sacrée. Tous regardent vers l'autel. Outre les conquêtes militaires, la civilisation byzantine fut aussi très brillante. Admirablement située au point de jonction de l'Asie et de l'Europe, Constantinople était le centre où affluaient les richesses des deux continents.
Constantinople est donc le plus grand marché du monde. Les marchands de tous les peuples et de toutes les religions s'y rendent pour commercer dans la paix, sans payer plus de taxes que les hommes du pays. D'Extrême-Orient venaient par les pistes de l'Asie centrale ou par l'océan Indien et le golfe Persique les perles, les épices, la soie. De Syrie, les tapis, les vins, les soieries. Et de la Russie méridionale, le blé, le poisson salé, le miel et les fourrures. Constantinople était aussi une ville de savants. Les Byzantins recopièrent les grandes œuvres des Grecs et des Romains, et c'est grâce à eux que nous les possédons encore aujourd'hui en partie. Les Byzantins devinrent les dépositaires de la culture gréco-romaine. Pour autant, le règne de Justinien ne fut pas toujours heureux. Justinien laissait le trésor épuisé par ses guerres et ses constructions. Il avait engagé un long conflit avec le pape qui l'avait déposé et chassé de Rome. Au dehors, ses conquêtes ne lui survécurent pas. Il meurt à 82 ans en 565. 3 ans après, l'Italie fut envahie par un nouveau peuple germanique, les Lombards. L'Empire romain, qu'il avait voulu reconstruire dans toute son étendue, ne fut bientôt plus qu'un empire byzantin, purement oriental, où l'on ne parlera que le grec. Le christianisme avait fait de gros progrès au IIIe siècle et l'Église achevait de fixer son organisation. Les circonscriptions ecclésiastiques étaient calquées sur les circonscriptions administratives de l'Empire. Chaque territoire d'une cité forma un diocèse dirigé par un évêque et tous les évêques d'une même province étaient sous l'autorité d'un archevêque relié à la capitale de cette province. Mais en Orient, ces évêques portaient le nom de patriarches, comme par exemple à Antioche, Constantinople, Alexandrie ou Jérusalem. En Occident, l'évêque de Rome était considéré comme supérieur à tous les autres parce qu'il était, disait-on, le successeur de l'apôtre Saint-Pierre. C'est aussi au IIIe siècle qu'apparaissent les premiers couvents ou monastères sous la direction d'un abbé. À la fin du Ve siècle, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Le royaume franc se forme dans l'ancienne Gaule avec Clovis. Ce royaume chrétien évolue durant 3 siècles et Charlemagne en fait un empire à partir de l'an 800. 2 empires chrétiens vont donc coexister en Europe, se voulant chacun l'héritier de l'Empire romain, mais avec une différence importante. L'un est de culture latine et l'autre de culture grecque. À partir du Xe siècle, l'Église d'Orient va progressivement prendre ses distances avec celle d'Occident. Une première césure a lieu en 1054, lorsqu'un patriarche est excommunié par un cardinal de Rome. L'Église orthodoxe rompt alors avec la papauté et l'empereur nomme un patriarche à la tête de Constantinople. C'est une première étape. Mais le vrai schisme a surtout lieu en 1204, lorsque les croisés pillent Constantinople et imposent la présence de patriarcats latins sur les territoires byzantins. Le christianisme orthodoxe se sépare alors du catholicisme romain à travers 3 éléments essentiels, la vénération des icônes, la messe dite en grec et le mariage des prêtres qui sont barbus. L'icône, du grec eikona, signifie image. Il s'agit d'une représentation de personnages saints dans la tradition chrétienne. L'icône est complètement intégrée dans la catéchèse orthodoxe, mais aussi celle des églises catholiques orientales. Vous voyez ici la Mère de Dieu de Vladimir, qui est une des icônes orthodoxes sans doute les plus célèbres de l'Empire byzantin, et aussi une des plus vénérées en Russie. On a souvent tendance à opposer à l'Empire romain cultivé, civilisé, les peuplades germaniques dites barbares. Alors c'est un cliché car dans la réalité, les barbares vont progressivement exercer des fonctions au sein de l'Empire qui leur ont été déléguées. Ils vont alors créer leur propre royaume et un autre empire va même succéder 3 siècles plus tard, celui de Charlemagne, l'Empire carolingien, qui est la conséquence directe de l'expansion territoriale du royaume franc. Puis au XIIIe siècle, on assista même à un renouveau culturel de l'Europe occidentale marqué par une mutation économique. On redécouvre les auteurs de l'Antiquité gréco-romaine. Le foyer principal en était l'université. Et là, j'aimerais insister sur ce point, car les universités vont être un lieu privilégié de culture du Moyen-Âge. Vous le voyez sur cette carte, les premières universités en France
à Paris avec la Sorbonne bien sûr, mais aussi en Angleterre avec Oxford, puis Cambridge, également à Montpellier et en Italie et au Portugal. Les universités se formèrent à partir des écoles monastiques et des écoles rattachées aux cathédrales. Mais elles s'en distinguaient cependant par un fait, c'est que les enseignants y étaient indépendants de l'autorité de l'Église. Et grâce à cette liberté académique, l'université devint un lieu privilégié, à l'écart de l'Église, où s'épanouit la nouvelle philosophie qui bouleverserait l'univers culturel de la fin du Moyen Âge.